Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir. C'est officiel, Vladimir Poutine et Donald Trump doivent se parler cette semaine pour évoquer notamment le sort de l'Ukraine. Mais quelle place pour l'Europe dans tout ça? Nous poserons la question à Thierry Breton à partir de 20h30. Et puis ce soir, document exceptionnel et exclusif puisque LCI est la première équipe à pouvoir se rendre à Koursk où les Ukrainiens se battent sans relâche. Un extrait ce soir. Là, on est dans un village russe qui a été reconquis il y a quelques jours. L'armée russe qui continue de pousser dans cette direction. C'est par là que les combats sont les plus violents. On entend l'artillerie d'ailleurs. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Maisons piégées, obus non explosés. En dehors de l'avenue principale, chaque déplacement se fait pas à pas. Un reportage à retrouver dans cette émission à partir de 20h30, suivi de mon entretien avec Thierry Breton. Après avoir envoyé son émissaire à Moscou, Donald Trump a reçu 5 sur 5 les infos jusqu'à Washington. Peut-on parler de connivence entre le Kremlin et la Maison-Blanche? Claude Malhuret, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes devenu une star outre-Atlantique. Tous les médias américains ont parlé de vous cette semaine, puisque vous avez comparé Washington à la cour de Néron. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Néron, empereur qui se faisait vénérer comme un dieu, c'est comme ça que vous voyez Donald Trump, Claude Malhuret? Je ne sais pas si j'aurais dû prendre... J'ai surtout fait cette comparaison parce que je trouve que Trump est en train de mettre l'Amérique à feu et à sang. Et comme vous savez, Néron avait incendié Europe, ou en tout cas c'est ce que disent certains historiens d'Antiquité. Mais je me dis a posteriori que j'ai peut-être eu tort, j'aurais dû plutôt parler de Caligula. Parce que Caligula avait une devise qui était qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Et je trouve que ça va parfaitement à Trump. En plus, Caligula avait nommé son cheval consul. Quand on voit les nominations de Trump, peut-être qu'il aurait mieux valu que je le compare à Caligula. Il y a une véritable quête idéologique tout de même chez le mouvement MAGA. Donald Trump est-il désormais seul aux manettes? J'ai posé cette question hier à Gérard Haro qui était sur ce plateau. Écoutez ce qu'il me disait. Étant donné qu'il a gagné les élections, la première fois que les Républicains gagnent le suffrage populaire depuis 2004. Étant donné qu'en plus, comme dans un pays très religieux, le fait qu'il ait été épargné par cette balle à quelques millimètres, tout le monde dit qu'il a aussi un mandat de Dieu. Il apparaît pour ses partisans comme étant une sorte de sauveur suprême. Tout de même, Claude Malhuret, cette quête idéologique fait partie de l'Amérique à feu et à sang, comme vous le dites très justement à la tribune. Mais est-ce qu'au fond, c'était pas inévitable quand on voit les références faites aux États-Unis constamment, In God we trust, One Nation under God? Est-ce que véritablement, nous n'allions pas forcément vers une société comme celle-ci? C'est compliqué parce que ça posait également le problème de savoir où vont nos propres sociétés. Parce que les mêmes ferments, peut-être beaucoup moins sur le plan religieux, mais les mêmes ferments idéologiques aujourd'hui, antidémocratiques, régimes illibéraux, suppression des contre-pouvoirs, cette idéologie, elle traîne chez les extrémistes de droite et gauche en Europe et notamment en France. Je crois, comment dire, cette idéologie, justement, quand vous parlez d'idéologie, je pense que c'est pas le bon mot pour Trump. Trump, c'est pas un idéologue. En revanche, il gouverne. Et on en parle beaucoup moins. On parle de ces nominations qui sont souvent un peu folklore et souvent dramatiques. D'ailleurs, la directrice du FBI, des services de renseignement, qui est une pro-russe avérée et tout, c'est une catastrophe pour l'Amérique. Mais voilà. Pareil pour le directeur du FBI qui est en train de faire n'importe quoi. Mais derrière, il y a une idéologie qui n'est pas seulement celle de l'Amérique religieuse, qui est celle de néo-conservateurs, qui est celle de la Heritage Foundation, qui est celle du Project 2025, dont Trump s'est gardé pendant toute sa campagne de dire c'est mon projet. Au contraire, il disait, parce que le projet est tellement extrémiste que c'était même gênant pour lui.
Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, et cette Heritage Foundation, c'est cette partie de MAGA qui sont des néoconservateurs, ils ne sont pas obligatoirement basés comme les Vance, par exemple, sur la religion, très très fort. Mais ceux-là, c'est encore autre chose. Donc, il y a, chez Trump, pour moi, derrière Trump, il y a d'abord lui qui est insondable, comment dire, qui est capable de changer à 180 degrés du jour au lendemain, qui a un certain nombre de principes simples, mais qui ne sont pas basés du tout sur la religion. Il y a toute cette base. Et quand on parle de religion, il faut distinguer, parce que derrière Trump, c'est les évangélistes. C'est les évangélistes qui l'ont fait élire, beaucoup plus que les catholiques, d'autres dénominations, comme on dit en anglais, protestantes. Et les évangélistes, c'est quand même quelque chose de très, très, très particulier. C'est pas toute la religion, c'est pas tous les chrétiens d'Amérique. Et puis, il y a ces néoconservateurs. Donc, Trump a réussi à rassembler tout ça derrière lui, plus des chefs d'entreprise, notamment de la tech, derrière la American Enterprise, qui, eux, sont encore autre chose, et qui sont en train d'être extrêmement déçus aujourd'hui, depuis que la bourse est en train de chuter, qui s'aperçoivent que les tarifs, ce qu'ils appellent les tarifs aux États-Unis, c'est-à-dire les droits de douane, sont en train d'entraîner une guerre commerciale avec tout le monde, et une guerre de mots en tout cas avec le Canada, Trudeau et son successeur. On va voir ce que ça donne, mais c'est très compliqué de qualifier. Je ne pense pas que Trump a réussi à unifier des gens qui, à mon avis, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas les mêmes projets, et je pense qu'il va le payer probablement assez rapidement. Je ne parle même pas de Musk. On en parlera dans un instant, je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Je pense que ça, c'est un attelage un peu baroque qui ne va pas durer très longtemps et qui commence déjà à se dilapider du côté de l'économie. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ont, par exemple, tous les présidents des grandes compagnies automobiles sont catastrophés. Ils se disent on va faire faillite. Si ça Certains parlent même de récession très bientôt. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est un attelage un peu baroque et je ne sais pas combien de temps il va durer. Surtout avec comme chef de l'attelage quelqu'un qui tire les rênes dans un sens ou dans l'autre et on ne peut pas le prévoir du jour au lendemain. Et le chef de l'attelage, en tous les cas sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment Elon Musk avec tous ces influenceurs MAGA qu'on voit désormais sur la toile. Elon Musk, que vous qualifiez de bouffon sous kétamine. Alors vos mots sont tout de même cinglants, ça a fait même réagir outre-Atlantique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'abord, sous kétamine, c'est la réalité. C'est Musk lui-même qui l'a dit, qui prenait la kétamine régulièrement, ce qui est d'ailleurs pour des problèmes psychologiques. Je ne dis pas psychiatriques. Enfin, lui parle de problèmes dépressifs. C'est quand même pas très agréable de découvrir que celui qui est chargé de couper la fonction publique américaine à la tronçonneuse est quelqu'un qui a besoin de drogues psycholeptiques pour être un bon... Quant à Bouffon, il suffit de voir, on est dans la politique spectacle, la tronçonneuse, les sauts sur la scène, etc. Voilà, ça m'a fait venir l'idée, il y a un roi ou un empereur, je ne sais pas comment se qualifie, se voit Trump, il y a un mégalo, et puis il y a un type qui danse sur la scène et qui fait n'importe quoi, qui prend tous les jours des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre, qui sont illégales, et quand les juges les arrête, Trump intervient pour dire on va virer les juges et de toute façon on n'appliquera pas ce que disent les juges. C'est quelque chose, cet attelage, celui-là d'attelage, il y en a un autre, mais cet attelage-là, il est en train... moi, j'ai confiance dans la solidité de la démocratie américaine, dans les contre-pouvoirs et tout, mais ils sont en train, jour après jour, de les renier un petit peu plus. Aujourd'hui, il y a encore des annonces dans différents domaines où il continue de prendre dans le domaine de l'immigration. Il est en train de remettre à jour une loi qui date de 1794, au moment où, un peu après la guerre d'indépendance américaine. Tout ça est très préoccupant. Je crois que les États-Unis sont capables ils ont survécu à 4 ans de Trump la dernière fois. Mais la façon dont ils rognent aujourd'hui les contre-pouvoirs, c'est quand même quelque chose de très préoccupant. On va en parler très prochainement des contre-pouvoirs, mais est-ce que selon vous, les États-Unis, c'est encore une démocratie ?
Je ne pense pas qu'en un mois de Trump, on ait supprimé la démocratie aux États-Unis. Certains vous diraient le contraire. Hein, oui, mais moi, de par la violence des décisions prises par Trump. Moi, je vous dis ce que je pense. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un Sénat et un Congrès qui ont été élus. Il se trouve qu'ils sont tous du même côté. Il se trouve que la Cour suprême, la majorité de ses juges, a été nommée par Trump. Il y a beaucoup de... Il se trouve qu'il contrôle à travers Musk et ceux qui ont fait allégeance, qui n'étaient pas vraiment pro-Trump, les Zuckerberg, les Bezos, etc., qui contrôlent une bonne partie de la presse et des réseaux sociaux. C'est très intéressant que vous disiez faire allégeance tout de même. C'est un terme... Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Bezos et Zuckerberg, c'était des anti-Trump forcenés. Et quand ils ont vu qu'il allait être élu, ils ont fait allégeance. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, ils se sont méfiés de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que Trump favorise systématiquement, d'une façon avec des conflits d'intérêts qu'on ne supporterait pas une seconde ici en France ou en Europe, est en train de favoriser Musk dans le domaine de la tech. Donc c'est d'ailleurs assez surprenant pour moi. Je ne connais pas particulièrement les Américains, mais enfin, comme tout le monde, j'en connais un certain nombre. Ça ne me paraît pas correspondre à la mentalité américaine que de voir ces élus républicains se coucher carrément devant lui parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus lors des prochaines primaires, que les démocrates n'arrivent plus à réagir, à surmonter leur défaite du mois de novembre. Je suis très étonné parce que, je dis dans le bon sens, on dit souvent les Américains c'est des cow-boys. Mais oui, il y a aussi le bon sens, le sens positif d'être des cow-boys, c'est-à-dire ils sont pas prêts à accepter n'importe quoi, ils sont pas prêts à se coucher. Et bien là, beaucoup de gens se couchent. Néanmoins, le système des contre-pouvoirs aux États-Unis, le fait qu'il y ait des juges qui aujourd'hui sont en train de casser... Alors, Trump dit qu'il s'en fiche, etc. Mais enfin, les juges sont en train de casser toutes les décisions qui ont été prises. Et ces juges y résistent quand même. Voilà, faut pas. Ils ne contrôlent pas tous les médias, ils ne contrôlent pas tous les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux qu'ils contrôlent, on continue à s'exprimer. Moi, mon compte Twitter, il y a des tas de gens qui pensaient que mon compte Twitter allait être supprimé. Ben, mon compte Twitter aujourd'hui, il n'est pas supprimé, alors que je me fiche de Musk et de Trump. Donc je crois qu'on est loin du moment où les États-Unis ne seront plus une démocratie. Mais on prend un mauvais chemin. Vous en parliez de ces politiciens qui ne sont plus vraiment sur le devant de la scène. C'est notamment le cas des partis traditionnels qui n'existent plus vraiment. Regardez ces mots de Chuck Hagel, qui est l'ancien secrétaire à la Défense sous Barack Obama, qui lui dit clairement non, il n'y a plus de parti républicain. Le parti de James Baker, de Henry Kissinger, de George H.W. Bush, de George W. Bush a disparu et a été remplacé par le parti MAGA. Est-ce que vos homologues, si je peux les appeler comme ça tout de même, qui incarnent une certaine droite républicaine, sont morts ? Pour le moment, ils ont disparu. C'est ça, c'est clair. Mais que Trump ait pris le contrôle du Parti républicain, que ce soit le Parti MAGA, ça ne veut pas dire que les États-Unis sont devenus le Parti MAGA. Regardez ce qui se passe depuis un mois. Il a pris un certain nombre de décisions qui, à mon avis, sont catastrophiques, mais qui sont aussi catastrophiques pour beaucoup d'Américains, y compris de républicains, qui pensent aujourd'hui que l'épisode dans le bureau ovale avec Zelensky est une catastrophe pour l'image des États-Unis à l'étranger, que la prise de position de Trump pour Poutine en disant c'est pas un dictateur alors que le dictateur c'est Zelensky, et plus les tarifs, plus des décisions économiques absurdes, l'opinion est en train de changer. Aujourd'hui, les sondages, il a perdu 6 ou 7 points de sondage, ce qui n'est jamais arrivé à un président américain dans les 3-4 premiers mois de sa présidence. Au bout d'un mois, lui a perdu beaucoup de terrain. Et quand, vous savez, aux États-Unis, l'avantage, c'est que les choses, c'est souvent un inconvénient, mais l'avantage, c'est que les choses vont vite. Tous les 2 ans, vous avez des midterms. Vous avez des élections midterms, puis mi-mandat. vous avez l'élection tous les 4 ans du président, avec les sénateurs et les congressmen. Et ça vient très très vite, parce que la campagne, elle commence avant. D'ici quelques mois, on sera déjà dans la campagne des midterms. Et si les sondages évoluent comme ça, si le nombre d'erreurs que fait Trump continue comme ça, très rapidement, les politiciens, comme on le dit, mais ceux qui sont aujourd'hui couchés devant Trump, si le jour où ils considéreront que Trump est un mauvais agent électoral plutôt qu'un bon agent électoral,
général, ils vont changer d'avis. Et ils pourraient le faire très rapidement. En tout cas, l'opinion, c'est mon avis, c'est mon impression, mais c'est vu d'Europe, évidemment, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Mon impression, c'est que beaucoup de gens commencent à regretter, d'avoir voté pour Trump. Le problème, c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est que l'opposition, elle, n'est pas en état aujourd'hui de succéder. Qu'est-ce qui se passe au moment des midterms dans un an et demi? On n'est pas, même si les démocrates l'emportaient, ça permettrait quand même d'avoir un contre-pouvoir important. Mais pour le moment, le Parti démocrate est dans un... L'avantage du Parti MAGA, c'est qu'il est comme un bloc. Pour le moment. Le problème des démocrates, c'est qu'ils sont, comme la gauche d'ailleurs, dans beaucoup de pays, entre les wokistes et les centres-gauches, ils sont dans une division épouvantable qui évidemment favorise et facilite la vie à Trump. Je me fais volontairement l'avocat de Donald Trump ce soir, Claude Malhuret, mais quand on voit qu'il y a de moins en moins de contre-pouvoirs aux États-Unis, aussi solide qu'avant en tous les cas, n'y a-t-il pas... une verticalité du pouvoir qu'incarne Donald Trump, qui peut être aussi bénéfique quand on est en temps de guerre, quand on voit des décisions qui doivent être prises rapidement. On le voit avec l'Europe qui met du temps à prendre certaines décisions parfois. Quand on est face à une décision tout de même assez vertigineuse pour l'Ukraine, n'y a-t-il pas un effet bénéfique dans cette verticalité-là ? Alors, il pourrait y avoir un effet bénéfique. Il peut y avoir un effet bénéfique dans la verticalité par rapport à l'horizontalité européenne qui nécessite beaucoup de discussions, etc. Mais il y aurait un effet bénéfique si cette verticalité était exercée dans le bon sens. Au contraire, quand la verticalité est exercée dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on devient pro-Poutine, qu'on affaiblit non seulement les contre-pouvoirs, mais tous les mécanismes de l'État américain, la justice, les services de renseignement, etc., cette verticalité n'est pas un bénéfice, c'est pas un asset, comme on dit aux États-Unis, c'est une liability, c'est pas un positif, c'est quelque chose de négatif. On peut faire beaucoup plus de mal beaucoup plus vite si on prend avec la verticalité, si on prend les mauvaises décisions. Donc pour moi, la verticalité actuelle du pouvoir américain, c'est pas une bonne chose parce qu'on est en train de trahir les idéaux américains, la politique américaine, l'image des États-Unis dans le monde et ce qui se passe aujourd'hui et de trahir l'Europe et l'Ukraine qui sont face à un agresseur. Et pour cela, selon vous, en tous les cas à la tribune, vous l'avez dit très clairement, il faut un sursaut européen. Enfin, et c'est le plus urgent, parce que c'est ce qui prendra le plus de temps, il faut rebâtir la défense européenne négligée au profit du parapluie américain depuis 1945 et sabordée depuis la chute du mur de Berlin. C'est une tâche herculéenne, mais c'est sur sa réussite ou son échec que seront jugés dans les livres d'histoire les dirigeants de l'Europe démocratique d'aujourd'hui. Vous parlez d'une tâche herculéenne. J'en parlerai également avec Thierry Breton dans un instant. Très clairement, est-ce que vous pensez réellement que les Européens et les Britanniques, je les inclus là-dedans, ont eu un choc assez fort à la suite de cette séquence dans le bureau ovale? Est-ce que réellement, vous avez l'impression que là, des décisions vont être enfin prises? Je le pense. Le choc, il est majeur. Ça fait des décennies et des décennies, depuis De Gaulle en fait, que la France explique aux Européens qu'on est les alliés des Américains, mais dépendre complètement de ses alliés, c'est quelque chose de très imprudent parce qu'un jour ou l'autre, les choses peuvent changer. Il parle aussi des Britanniques, De Gaulle, hein, vous le savez. Oui. Mais cette position, on n'a jamais réussi à la faire partager aux autres Européens. Et on les comprend. Et notamment aux Européens qui étaient sur la ligne de front, qui étaient les anciens pays du pacte de Varsovie, un pays colonisé, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, sous la botte de Moscou. Ils savent que c'est Reagan qui a gagné la guerre des étoiles, qui a gagné la guerre froide. C'est les Américains, c'est pas les Européens qui ont gagné la guerre froide. C'est le jour où Reagan a décidé qu'on allait passer à la vitesse supérieure et où l'URSS n'a pas pu suivre et où elle s'est écroulée. Et ils savent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, que de toute façon, s'il y avait des velléités à nouveau des Russes d'envahir leur pays, etc., les seuls qui sont capables de les protéger, c'est les Américains. Donc,
le fait aujourd'hui que Merz, chancelier allemand, dise, alors que c'est le contraire même de tout ce que l'Allemagne a fait pendant des années et des années, disent d'un seul coup, les Français avaient sans doute raison, il faut... déjà sur le plan politique, c'est une victoire considérable, parce que le réarmement, il est nécessaire. Il va se faire, mais il ne peut se faire que si tous les alliés européens sont conscients de la nécessité de le faire. Or, je crois que la première étape est franchie, ils ont compris. Non seulement ils ont compris, mais je crois que leur peuple ont compris. Et les premiers à comprendre, à mon avis, c'est les Français. Moi, j'ai été frappé de la déclaration du président de la République française, que je soutiens complètement, en disant nous allons vers la guerre, ou en tout cas, si l'on ne veut pas aller vers la guerre, il faut être plus puissant, il faut se réarmer, etc. Et j'ai vu ceux qui le critiquaient en disant, évidemment comme d'habitude, les pro-Poutine, d'extrême droite et pro-gauche, qui ont pensé on va se faire une publicité à peu de frais en faisant peur aux gens, et en accusant Macron de faire peur aux gens. Mais Macron, il ne peut pas, comment dire, alerter sur le danger sans qu'un certain nombre de gens, évidemment, aient peur. Mais il a totalement raison de le faire. Je vois depuis cette déclaration que les Français, dans les sondages, majoritairement, ne donnent pas raison aux critiques de Macron, à ceux qui essayent, pour le dégommer, de dire qu'il dit n'importe quoi, mais qu'ils donnent raison, au président lui-même. Donc je crois que, et plus on se rapproche de la Russie, c'est-à-dire plus on est en Allemagne, puis en Pologne, etc., plus, à mon avis, les opinions publiques, comme les dirigeants politiques, ont compris qu'il fallait une autonomie européenne et qu'il y avait un véritable danger russe qui ne va pas se traduire par les chars russes sur les Champs-Élysées d'ici quelques temps. Quand Poutine aura fini sa guerre en Ukraine, qu'il la gagne ou qu'il la perde, son armée sera dans un état catastrophique, son économie sera dans un état catastrophique et il faudra des années et des années pour remonter. Donc le danger n'est pas immédiat. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il continuera la guerre hybride qu'il mène déjà dans nos pays. Il la continuera en Estonie, en Moldavie ou ailleurs. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, la volonté politique me semble être là. Est-ce que ça va se traduire dans les actes? C'est pour moi le défi de l'Europe dans les 20 ans qui viennent. Si je vous pose cette question, Claude Maluret, c'est parce qu'on a vu tout de même des divergences sur les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Vous l'avez vu, l'Italie dit non aux troupes de maintien de la paix sur le territoire ukrainien. On voit bien qu'il y a des divergences au sein même des pays européens. Est-ce que réellement, quand on voit cette situation et cette situation affichée sur la scène internationale, ce n'est pas contre-productif ? D'abord, ça montre que nous sommes des démocraties. C'est quand même un point positif. Dans les démocraties, on n'est jamais d'accord sur tout. Deuxièmement, cette soi-disant, cette divergence apparente qui existe depuis longtemps avec la Hongrie, avec la Slovaquie et avec l'Italie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. L'Italie a un jeu beaucoup moins hostile au reste de l'Europe, mais l'Europe fonctionne comme ça depuis toujours et elle finit, en général, jusqu'à présent, elle a toujours fini par pouvoir prendre des décisions. La proposition d'Ursula von der Leyen, ces divergences ou ces divisions, comme vous dites, n'ont pas empêché les Européens de préparer un plan de 800 milliards d'euros pour la réindustrialisation, le réarmement, etc. C'est déjà quelque chose de considérable. Elle n'a pas empêché la formation, c'est ce que le président français essaye de faire depuis quelques jours, d'une coalition des volontaires. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la meilleure chose, qu'il soit nécessaire d'envoyer des troupes en Ukraine. C'est d'abord aux Ukrainiens de le dire. La plus grande armée européenne aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, elle a besoin d'avions, elle a besoin de tanks, elle a besoin de satellites, elle a besoin de renseignements. Si déjà... Moi, ce que je reproche aux Européens et aux Américains, c'est d'avoir, depuis 3 ans, de leur avoir livré au compte-gouttes un équipement qui leur aurait permis d'être dans une bien meilleure situation. Si demain, on fait déjà un effort majeur sur l'ensemble de cet équipement, on n'est pas obligé d'envoyer des troupes. Et je ne suis pas sûr que les Ukrainiens, aujourd'hui, demandent cela. Donc, bien sûr, on ne sera jamais d'accord à 100%. Dans les démocraties, on n'est jamais d'accord à 100%. Mais je crois que pour la
première fois depuis le début de cette guerre, mais je dirais pas pour la première fois. L'Europe a quand même soutenu l'Ukraine fortement, mais pour la première fois, on est en train de prendre conscience dans les pays où on n'était pas encore conscient de la nécessité de l'autonomie stratégique, de l'autonomie européenne de défense et du réarmement, donc de la réindustrialisation. C'est pour ça que c'est une tâche herculéenne. On ne s'arme pas, on ne fait pas un armement si on est dans des pays, et la France de ce point de vue-là a un problème, dans des pays qui sont en train de se désindustrialiser. C'est le gros défi, et c'est un défi rapide. Non pas parce que les Russes risquent de nous attaquer demain, mais parce que ça prend beaucoup de temps. Et par conséquent, il faut commencer le plus tôt possible. Merci beaucoup Claude Malhuret, c'était un plaisir de vous entendre sur ces sujets. Et d'ailleurs, sur ces questions-là, on en parlera dans un instant avec Thierry Breton, qui sera mon invité juste après la pub. Nous découvrirons ensemble aussi un document exclusif en Europe, puisque nos équipes TF1, LCI sont les premières à avoir pu pénétrer à Koursk, où les Ukrainiens tentent de résister coûte que coûte. C'est juste après la pub.